Bonjour tout le monde. Encore une fois, je suis désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais j'apprécie beaucoup l'opportunité de présenter l'OSBI. Alors, encore merci aux organisateurs pour l'invitation. On a parlé un peu de l'OSBI là, ce matin, alors je vais peut-être avoir une vague impression là, de me répéter. Alors, je vais passer plus vite aux besoins là, si je vois que c'est répétitif. En 15 minutes, j'aimerais beaucoup pouvoir vous parler de notre mission, l'aperçu de l'OSBI, l'historique, nos firmes participantes et de notre processus en commençant de l'évaluation du dossier, exclusion du mandat, notre enquête, les recommandations, l'approche et le calcul des pertes, pour finir avec le choix des consommateurs et des firmes et peut-être, si j'ai le temps, quelques chiffres et statistiques. Alors, on y va. Donc, notre mission à l'OSBI, c'est d'inspirer la confiance dans le secteur des services financiers canadiens. Nous aidons les consommateurs, les fournisseurs de services financiers à régler leurs différends ou à en diminuer le nombre grâce à des enquêtes indépendantes et impartiales et au partage de nos connaissances et de notre expertise. Alors, voilà notre mission. En aperçu, on est qui, nous, l'OSBI? Alors, on est un service national indépendant à but non lucratif. Alors, notre bureau est à Toronto, mais on est des enquêteurs partout à travers le Canada, notamment une dizaine au Québec. On résout les litiges de manière équitable et non contraignante. Donc, on en a parlé encore ce matin, je vais vous en reparler tantôt. On répond aux demandes de renseignement des consommateurs. Cette année, d'ailleurs l'année dernière aussi, on a répondu à plus de 17 000 demandes de renseignement des consommateurs qui nous parviennent par téléphone ou par courriel. On offre un service qui est accessible, bilingue et gratuit pour les consommateurs. Le service est accessible dans ce sens que le consommateur communique avec nous par courriel, par téléphone. Il n'y a pas de nécessité pour un consommateur de se déplacer. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un conseiller juridique non plus pour l'assister. On accompagne le consommateur dans son processus de plainte et nos services sont bilingues et gratuits. Le partage des connaissances et d'expertise, on a une équipe d'enquêteurs multidisciplinaires qui inclut également une équipe d'analystes financiers qui sont spécialisés dans le calcul des pertes. Donc, on a une équipe de gens qui sont très expérimentés, tant du côté investissement que bancaire. Et notre compensation maximale est de 350 000 $. Donc, on n'a pas comme tel de montant minimum pour venir à l'OSBI, mais le montant maximum de nos recommandations de 350 000 $. Alors, un petit historique, là, puis je ne vais pas dans les détails comme Cynthia et Marc. Alors, moi, j'ai juste des grandes dates. On a été fondé par l'Association des banquiers canadiens en 1996 dans un objectif de particulièrement des plaintes bancaires des petites entreprises. En 1997, le mandat a été élargi avec des plaintes des particuliers et en 2002, encore un élargissement du mandat pour inclure des firmes qu'on connaît maintenant, l'OCRI, qui était autrefois l'OCRCVM et l'ACFM. Donc, en 2002, on a eu plusieurs firmes se sont jointes à l'OSBI et encore plus avec le règlement 3103 où la grosse majorité des firmes d'investissement au Canada se sont jointes à l'OSBI. Ce qui nous amène aujourd'hui au 1er novembre 2024, où on a été nommé l'organisme externe de traitement des plaintes dans le secteur bancaire au Canada. Donc aujourd'hui, le 1er novembre 2024, c'est comme une date d'anniversaire un petit peu pour moi, là. Alors, je partage ça avec vous. Nos firmes participantes, je voulais juste vous mettre un petit peu un diaporama pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. On a au-dessus de 1500 firmes participantes. On a deux volets à l'OSBI. On a le volet investissement, on a le volet bancaire. Alors, investissement, c'est la tranche ici en jaune, ici, les firmes de courtage en valeur mobilière. On va avoir les courtiers en placement, les gestionnaires de portefeuille, les courtiers sur le marché non réglementé, mais les doubles inscriptions, vous avez les courtiers en fonds communs de placement, tous les autres types de courtiers de valeurs mobilières. Et au niveau des institutions de dépôt, vous avez les banques, naturellement, les coopératives financières, les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt.
Alors, bien que le côté bancaire, le nombre de membres est moindre que investissement, l'année dernière, le nombre de plaintes bancaires était au-delà de 85% de notre volume. Alors, je voulais vous parler du processus de l'OSBI, puis ça commence par l'évaluation du dossier. Alors, ça commence comment à l'OSBI? Ça commence par le dépôt d'une plainte par un consommateur qui dépose une plainte qu'il a faite envers sa firme, qui est participante à l'OSBI, puis qui n'a pas été résolue à sa satisfaction. Avant d'ouvrir un dossier, on a certains prérequis. Je vous en ai parlé juste de quelques-uns. Le consommateur doit laisser l'opportunité à la firme de répondre à sa plainte. Donc, il peut venir à l'OSBI 56 jours après pour un dossier bancaire ou 90 jours dans un dossier investissement, donc après avoir déposé sa plainte auprès de sa firme. Autrement, s'il a déjà reçu une réponse finale, il peut venir à l'OSBI dans les 180 jours de sa réponse finale. Alors, quand les prérequis ont été respectés, on va déterminer s'il y a une question d'évaluation de mandat. Est-ce qu'on peut enquêter le litige qui nous est soumis? Alors, il y a deux options. Non, on ne peut pas. Et dans un cas où on ne peut pas l'enquêter, le consommateur va être informé. On va avoir des discussions, nous, avec le consommateur. On a beaucoup de communication par téléphone avec le consommateur pour expliquer pourquoi on ne peut pas enquêter son dossier. Et dans le cas où on peut enquêter le dossier, alors pour ouvrir un dossier, on va demander au consommateur de signer un consentement qui a deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir son consentement pour qu'on puisse obtenir l'information, son information personnelle et confidentielle auprès de sa firme. Et la deuxième est une obligation de confidentialité qui nous permet d'obtenir l'entière collaboration des parties dans le cadre de notre enquête. Alors, à partir de ce moment-là, on va demander des documents aux deux parties. Ce que ça veut dire qu'on va demander au consommateur de fournir tout ce qu'il a. Puis du côté de la firme, on va leur demander de nous fournir le dossier. Donc, les pièces justificatives et les raisons qui les ont amenés eux-mêmes à conclure dans leur enquête ou des documents spécifiques. On va demander des conventions signées, des ententes, des divulgations, des états de compte, des rapports informatiques, des notes au dossier, des enregistrements téléphoniques, voire des vidéos, des courriels et les procédures et politiques de la firme qui concernent le sujet en particulier, le sujet en litige. Alors, je vous parlais d'exclusion. Il y a certains cas où l'OSBI ne pourra pas enquêter. Ces cas-là sont énumérés dans nos règles générales qui sont disponibles sur notre site Internet. Et l'OSBI n'enquête pas dans certains cas. Je vous en ai mis quelques-uns, les principaux. Quand on parle de politique et pratique d'une firme en matière de taux d'intérêt, de gestion des risques, ou la tarification des services financiers, ou la grille des frais et honoraires applicables à un service financier, dans le cas d'un jugement commercial d'une firme, un jugement commercial, un exemple que je pourrais vous donner, c'est quand un consommateur se plaint que sa firme n'offre pas les produits et services offerts par un concurrent. C'est un jugement commercial. Donc, on ne se prononcera pas sur cet aspect-là. S'il y a chose jugée, donc évidemment, c'est une décision d'un tribunal ou d'un arbitre, ou si un règlement final accepté par le consommateur, et dans un délai de 6 ans. Donc, si le consommateur ne s'est pas plaint auprès de sa firme, dans les 6 ans suivant sa connaissance de la problématique. C'est un petit peu notre délai de prescription à l'OSBI. Donc, dans ces situations-là, on n'enquêtera pas, on va fermer le dossier, on va donner des explications au consommateur pour justifier pourquoi on ne pourra pas l'enquêter. Dans tous les dossiers bancaires, cette information doit être véhiculée au consommateur dans les 30 jours de la réception de sa plainte. Alors, le processus de l'OSBI, une fois qu'on a ouvert le dossier et qu'on a reçu tous les documents des deux parties, on va procéder à une enquête. Alors, les documents vont être révisés, on va faire des entrevues, des recherches, des analyses, on va discuter avec les parties. Le cas échéant, on va faire un calcul de perte. Notre enquête pour but d'arriver à une opinion sur un litige qu'on va partager avec les parties. Donc, ce résultat d'enquête va se résulter en deux options, soit qu'il y a lieu d'émettre une recommandation ou pas. Lorsqu'il n'y a aucune recommandation, on va informer le consommateur et la firme.
Généralement, on informe toujours le consommateur, encore là, par téléphone, pour lui expliquer. On va lui envoyer une lettre. Nos lettres sont écrites dans un langage simple. Le but est d'avoir un langage et un message simple, euh, facile à comprendre et concis. Lorsqu'il y a une recommandation, alors oui, nos décisions ne sont pas contraignantes. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un impact un petit peu différent si vous êtes un consommateur ou une firme. Donc, j'y reviens un petit peu plus loin. Alors, nos recommandations, dans le fond, quand on fait une recommandation, c'est quand notre enquête relève qu'une firme n'a pas agi de façon équitable, a commis une erreur ou a donné de mauvais conseils qui auraient causé un dommage au consommateur et que la firme n'a pas fait d'offre ou que l'offre qu'elle a faite est insuffisante, à notre avis. Notre objectif, c'est de remettre le consommateur en état. Donc, c'est dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de problème. Donc, une remise en état du consommateur. Et dans notre recommandation a pour but, dans le fond, d'être équitable pour le consommateur et la firme dans les circonstances du litige. À l'OSBI, nos enquêtes sont du cas par cas. Et entre autres, ce qu'on va considérer dans le caractère équitable de nos recommandations, c'est les lois, les règlements, la jurisprudence, les politiques directives des organismes de réglementation, les normes des organismes professionnels, les codes de procédure ou déontologie, les procédures et politiques de la firme, les engagements publics aussi, incluant les codes volontaires et les pratiques de l'industrie. Alors, quand on fait une recommandation, on calcule une perte qui est généralement, la plupart du temps, financière. Donc, on va tenir compte de la perte financière directe, la perte d'opportunité d'investissement, les frais, les intérêts et les inconvénients majeurs. L'OSBI n'est pas un régulateur, donc on n'offre pas de dommages punitifs ou moraux et on ne fait pas de sanctions disciplinaires. On a d'autres types de correctifs qu'on appelle non monétaires, comme par exemple une correction d'un dossier de crédit ou une lettre d'excuse. Alors voilà, donc notre décision est non contraignante, ce qui veut dire que le consommateur a le choix d'accepter ou non nos recommandations. Si le consommateur accepte, on a encore là une discussion avec lui. On va lui envoyer une lettre avec les détails pour lui expliquer comment procéder avec les arrangements finaux. La plupart du temps, la firme va demander une quittance totale et finale, puisque le but, dans le fond, de cet exercice, c'est de mettre fin au litige. Si le consommateur refuse, on va encore là, lui envoyer une lettre avec les détails de notre conclusion, l'offre de règlement et un délai pour l'accepter. Il n'y a pas de pression indue mise sur un consommateur pour accepter, refuser. C'est entièrement sa discrétion. Il a le temps de réfléchir pour prendre la décision qui lui convient. Il a aussi la possibilité de faire une demande de réexamen, qui est un petit peu notre processus d'appel à l'OSBI quand la demande est faite dans les 30 jours de notre lettre finale. C'est particulièrement quand le consommateur va évoquer qu'il y a une partie de la plainte qui n'a pas été répondue ou qu'on a, par exemple, l'information nouvelle qui n'était pas disponible au moment de l'enquête. Et le consommateur est libre de continuer ses démarches. Donc, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il veut faire. L'OSBI n'est qu'une option parmi le reste de ces options disponibles. Les décisions sont non contraignantes aussi pour la firme. Alors, ce que ça veut dire, la firme peut accepter. Quand la firme accepte, le dossier est fermé avec une lettre aux parties, encore une fois, toujours le même principe. Mais lorsque la firme refuse, je vais commencer en disant que c'est très rare, mais quand ça arrive, on va faire un rapport d'enquête qui va être partagé avec les parties. Chacun va pouvoir donner ses commentaires. Et si on arrive toujours à un cul-de-sac, la proposition finale va être envoyée au PDG de la firme ainsi qu'au régulateur. On n'a jamais eu comme disait Mme Leblanc, il n'y a jamais eu de publication dans le secteur pour une décision au niveau bancaire. Malheureusement, on en a eu quelques-unes du côté investissement, une vingtaine depuis 25 ans. La dernière datant de décembre 2020. Donc, vous pouvez consulter ces décisions-là sur notre site Internet, sous l'onglet Nouvelles et publications. Vous allez voir, c'est le dernier titre en bas. Vous allez avoir un sommaire de la décision, puis vous allez avoir le rapport complet d'enquête si vous êtes intéressé.
Euh, alors voilà ce qui termine le processus d'enquête. Et j'avais quelques faits saillants vite, vite. Nous, notre fin d'année fiscale était hier. Donc, j'ai fait 23. Les dommages de l'année dernière étaient de 2,6 millions. À date, en 2024, on parle d'au-dessus de 3,5 millions de dollars. On parle de recommandations dans 24 des dossiers bancaires ou 30 des dossiers investissements. Et vite, vite, on parle, le Québec représente 15 du volume de nos plaintes, en dessous, après l'Ontario, mais avant la Colombie-Britannique et l'Alberta. Alors voilà, ça termine ma présentation. Je vous invite à aller voir notre site Internet si vous avez des questions. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.